Bonjour Laurent Lafitte. Bonjour Patrick Fabre. Bienvenue au FFA. Vous avez non pas un film, non pas deux films, mais trois films. Ouais. C'est un heureux hasard, je suppose, dû aux sorties. Oui, déjà, alors il y a deux films qui se sont tournés un peu collés, et il y en a un troisième, le film de David Holofen, qui devait sortir l'année dernière et qui a été décalé. Donc c'est un peu Alors, le hasard. le premier, on l'a vu hier soir en ouverture du festival, c'est Les Barbares de Julie Delpy. Que pouvez-vous nous dire de votre personnage, ce certain Hervé Rioux? Hervé Rioux est un plombier qui est très attaché à ce qu'il appelle l'âme bretonne, alors qu'il est alsacien, comme lui rappelle sa femme, India Air. C'est on va dire, le raciste un peu de base, le raciste reptilien, quoi. C'est pas vraiment lié à une idéologie en particulier, c'est plus lié à une peur de l'envahisseur, à une peur d'être dépossédé, d'être déraciné. Voilà, il incarne un concentré de beaucoup de peur, en fait. C'est un racisme de peur. Et je pense que c'est ce qui le rend, hélas, un petit peu universel, mais en même temps, chez nous tous, je pense qu'on a tous des petits réflexes reptiliens qui, par notre conscience politique ou humaniste, qu'on arrive à canaliser, à rationaliser. Mais je pense qu'on a tous instinctivement parfois des petits réflexes xénophobes à des degrés plus ou moins puissants. Et c'est important de l'admettre pour justement être connecté à ces craintes-là et pouvoir les combattre avec intelligence. Je le sauve un peu là. Oui, mais justement, je le sauve un petit peu. J'allais vous demander s'il y a une certaine jouissance à jouer des personnages qui en apparence sont des salauds. Bah oui, moi j'aime bien déjà parce que ça me venge un peu. Enfin, alors je veux surtout pas les jouer à charge, j'essaie toujours de surtout pas jouer ce que je pense d'eux. Mais en tout cas, c'est rare d'avoir un métier qui vous offre une prise de parole, là en l'occurrence artistique et en tant qu'interprète. Moi je suis agressé par plein de choses comme beaucoup de citoyens et j'ai la chance d'avoir un métier qui me permet de m'exprimer et d'utiliser ces agressions que je peux vivre idéologiquement, politiquement, au quotidien, d'en faire quelque chose. Et ça passe par des personnages. Alors il y a un autre personnage qu'on découvre dans Le Quatrième Mur de David Holofen. C'est Georges, ce metteur en scène qui part donc dans les années 80 au Liban pour monter une pièce de théâtre. C'est un personnage qui a un peu cette naïveté d'artiste qui croit que l'art peut changer le monde, oui. Et il s'aperçoit que parfois c'est quand même très très compliqué. Oui, par là-bas avec des grands idéaux d'artistes, oui. Il se dit que voilà, il va pouvoir monter Antigone, Danouille, avec des interprètes de toutes les communautés différentes qui s'affrontent à ce moment-là au Liban dans les années 80, et on voit malheureusement que ça n'a pas beaucoup bougé 40 ans après. Et il va être confronté à la réalité de la guerre. Et tous ces idéaux d'artistes vont s'écrouler face à la vraie tragédie, pas celle du théâtre, justement, la vraie tragédie humaine et contemporaine. Et il va se retrouver, c'est au moment du massacre de Sabra et Shatila à Beyrouth, et il va se retrouver embarqué, plongé dans l'horreur absolue. Il n'avait pas anticipé ça, il n'avait pas les armes, il n'avait pas les armes pour affronter ça. Parce que c'est un metteur en scène, c'est un rêveur. C'est ni un guerrier, ni un journaliste de guerre, il n'est pas préparé à ce qu'il va devoir affronter. Le livre de Sor Chalandon est magnifique, et l'adaptation de David Holofen est très puissante. Mais j'aime bien quand vous dites qu'il n'est pas préparé, parce qu'il y a une scène qui est assez symptomatique de ça, c'est quand Simon Abkarian qui joue son guide un peu, son guide local, son fixeur, comme on dit au Liban, vous explique à votre personnage là où il faut mettre les différents laissés-passer pour ne pas les mélanger, de peur de heurter les différentes milices. Oui, il y a tellement de communautés différentes, c'est un pays qui est difficile à comprendre. Même moi encore, en ayant passé un peu de temps là-bas et en m'étant intéressé au sujet, j'ai du mal, quoi. Il y a les chrétiens, il y a les musulmans, il y a les druzes, il y a les sunnites. C'est vraiment une société qui est difficile à comprendre. Et lui, il a des laissés-passer selon les zones auxquelles il doit avoir accès. Évidemment, il sort le mauvais laissez-passer au mauvais barrage, et ça peut devenir extrêmement dangereux, quoi. Nous, on a les Alsaciens qui se prennent pour des Bretons, c'est un petit peu plus simple. Tant qu'ils ne se prennent pas pour des Allemands, ça. Oui, ça va. Mais quelque part, ça rejoint un peu la volonté de Julie de faire un film sur un sujet grave et d'en faire une comédie.
Donc, question toute bête, est-ce qu'on peut réussir à changer un peu les mentalités avec un film, à votre avis? Peut-être que non, mais c'est pas une raison pour Pour ne pas ne pas le essayer? faire. Ouais. En tout cas, ça doit être, je pense, la place du cinéma. C'est de continuer malgré tout, même si ça fait réfléchir une personne, ça vaut le coup d'être fait. Mais en même temps, ce sont pas des films à message. Ce sont des films qui, déjà très très différents. Le quatrième mur n'est pas du tout une comédie. Ce sont des films qui, en mettant en scène des situations, peuvent provoquer une pensée, mais ce ne sont pas des films militants de manière frontale, quoi. En l'occurrence pour le film de Julie Delpy, c'est avant tout une comédie, c'est avant tout fait pour rire, mais évidemment, plus on est juste dans les portraits, plus c'est drôle. Donc à partir du moment où on est juste, c'est qu'on raconte une vérité. Donc ça devient forcément un peu plus un film à message qu'une comédie qui serait purement potache ou loufoque. Alors, dans Les Barbares, vous retrouvez Sandrine Kiberlin, avec qui vous aviez déjà joué. Puis, alors, je ne sais pas dans quel ordre se sont tournés les films, mais vous êtes également à l'affiche de Sarah Bernard, qui sera le film de clôture. Avec elle, c'est quand même différent du théâtre, donc on retrouve les gens de loin en loin. Mais quand on les retrouve, on retrouve, je ne sais pas, une connexion, quelque chose qu'on a eu sur un film d'avant. Bah oui, moi j'adore retravailler avec des acteurs et des actrices. Et c'est ce que j'ai aimé aussi quand j'étais à la Comédie Française, c'est qu'il y a un petit esprit de troupe qui se crée. Et le fait qu'on ait déjà travaillé ensemble, ça va beaucoup plus vite. Déjà on est en confiance, donc on arrive à davantage travailler dans la proposition, à moins avoir peur de proposer des choses, d'essayer de pousser les situations, ou parfois même les dialogues si le metteur en scène est preneur. Et ça, quand on est avec des partenaires qu'on connaît et qui ont un peu les mêmes codes de jeu, on va dire, c'est agréable. Alors dans Sarah Bernard, donc de Guillaume Niclou, qui va faire la clôture, vous êtes Lucien Guitry, le père de Sacha, et amoureux de Sarah Bernard. Ouais. Vous jouez un amoureux un peu indifférent. Ah ouais, je dirais pas ça, moi. Ouais. Ah non, il n'est pas indifférent. Il est un peu indifférent à son fils déjà, quand même. Bah, son fils, il est en rupture parce qu'il lui a piqué, il lui a piqué une femme quand même. Ouais, voilà. Donc c'est le Ça va pas très bien. côté Eindhoven en fait. Un vrai problème. On n'est pas en direct. Non. Non, alors ça va. Ouais, c'est différent à son fils, je sais pas, mais peut-être qu'au bout d'un moment, il y a. C'est marrant, on parlait des réflexes reptiliens avec mon personnage d'Hervé Rieu dans le film de Julie, mais là, il y a peut-être entre un père et son fils, surtout qui veulent faire le même métier, une espèce aussi de réflexe d'un petit peu de peur de la concurrence artistique et en plus intime aussi, puisque va y avoir cette femme qui vont pas se partager, mais qui va être séduite par le fils après avoir été avec le père. Mais ce qui est beau, c'est l'histoire au long cours qu'il a avec Sarah Bernard, parce qu'ils sont tous les deux très libres. On est quand même fin 19e, début 20e, et on se rend compte qu'il y a une liberté dans ce qu'ils installent dans leur relation qui est assez étonnante. Aujourd'hui, on dirait peut-être polyamoureux, ou je ne sais pas quel mot on mettrait dessus, mais en tout cas, ça a toujours existé. Et c'est un couple qui s'autorise à avoir un peu une espèce d'histoire principale. Alors, c'est laquelle l'histoire principale? Je ne sais pas si c'est la leur ou si c'est celle qui vont mettre en place chacun de leur côté. Mais en tout cas, même quand lui se marie, elle reste plus ou moins sa maîtresse. Ils se retrouvent à chaque fois. C'est l'amour au long cours, cette histoire-là. Avec d'autres histoires parallèles. Moi, je trouve que c'est pas mal comme solution. C'est trois films très différents, avec des réalisateurs très différents. Oui. Est-ce que c'est dans leur façon d'aborder le filmage, la mise en scène, etc. Je me demande si c'est pas ça qui vous intéresse principalement, parce qu'on voit bien que de film en film, vous allez dans des univers qui sont complètement différents. Ben, j'ai de la chance, parce que je ne dépends que de ce qu'on m'envoie. J'ai beaucoup de chance de recevoir des films très très différents. Et en une année, de passer de David Holofen à Julie Delpy et Guillaume Niclou, pour moi, c'est un privilège. Je le vis vraiment comme ça. Et j'adore changer d'univers, j'adore aussi voir les méthodes. C'était trois plateaux très très différents. Le plateau de David, on tournait au Liban, on a tourné à Beyrouth, ce qui est rare. Alors, souvent les films qui se passent à Beyrouth ne sont pas tournés à Beyrouth, parce que c'est trop compliqué. Et là, on voulait vraiment être sur place et je pense qu'il a bien fait d'être intransigeant là-dessus, parce que ça crée une espèce d'énergie, une espèce d'urgence et une difficulté qui se ressent, je trouve, dans le film. Et le plateau de Guillaume Niclou est très, très méthodique, très calme.
Et puis celui de Julie est plus... Chaotique. Ouais, oui, elle dit qu'elle est chaotique. C'est vrai qu'elle est chaotique, mais elle sait très bien ce qu'elle fait, elle sait très bien ce qu'elle veut. Donc c'est pas un chaos, c'est un chaos constructif, quoi. Vous continuez à apprendre de ces metteurs en scène parce que vous avez vous-même réalisé un film que j'adore, et vous le savez très bien, L'origine du monde. Est-ce que de tourner avec ces réalisateurs différents, ça vous donne envie de retourner, vous, derrière la caméra? Oui, ouais, j'ai très envie. Ouais. J'ai très envie. Je suis en train de travailler sur le prochain. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'apprends beaucoup quand je regarde les réalisateurs travailler, mais pas que les réalisateurs, aussi les chefs opérateurs, les ingénieurs du son. Là, par exemple, je tourne le film d'Anthony Cordier. On est avec un ingénieur du son qui utilise très peu de micro HF. Il fait quasiment que de la perche. J'avais pas vu ça, donc ça m'intrigue. Enfin, ça m'intéresse de savoir comment ça fonctionne, comment il arrive à tout capter. À chaque fois, il y a un élément que je découvre qui m'intéresse. Je suis très peu dans la loge, même quand je ne tourne pas, j'aime bien rester sur le plateau. Ça continue à me passionner et plus je rencontre des metteurs en scène différents, plus j'apprends de choses. Ouais. C'est pour passer plus de temps sur le plateau de cinéma que vous avez quitté la Comédie Française. J'ai eu le bonheur de vous voir dans Cyrano de Bergerac et ça restera gravé dans ma mémoire. Bah, merci. Ouais, j'avais l'impression de faire un peu le tour. Mais de ne pas forcément avoir envie de partir. Mais ça, c'est un peu comme les histoires d'amour, quoi. Quand on a l'impression qu'on a fait le tour, c'est confortable de rester, mais peut-être qu'il faut partir quand même. J'ai senti qu'il fallait que je parte, c'est pas forcément rationnel. Et puis la même année, j'ai joué Don Juan et Cyrano, ce qui étaient vraiment deux rôles que je rêvais de jouer depuis très longtemps. Et j'avais l'impression un peu d'une boucle. J'ai eu 50 ans aussi et j'avais envie d'une énergie un peu différente. Puis j'ai d'autres projets au théâtre qui n'étaient pas faisables à la Comédie Française. Donc voilà. Puis vous n'aimez pas spécialement être, entre guillemets, emprisonné? Ah non, non, surtout pas. Mais je ne me sentais pas emprisonné à la Comédie Française parce que j'ai eu la chance d'avoir des beaux rôles et des rôles que j'avais envie de jouer. Les saisons les plus difficiles, c'est quand je me retrouvais avec des rôles qui ne m'inspiraient pas, que j'aurais jamais choisi si je n'avais pas fait partie de la troupe. Bon là, je me retrouvais, mais de saison en saison, ça bouge quand même. Mais ça apprend des choses quand même de jouer des rôles qu'on n'a pas envie de jouer? Ah bah oui, parce que en fait, ça n'arrive jamais normalement. Enfin, quand on a une carrière qui est installée, ça ne veut rien dire, mais quand on a la chance de pouvoir choisir ses projets, ça n'arrive pas qu'on se retrouve à devoir jouer des choses presque par obligation. Et donc forcément, ça force à une souplesse qu'on n'aurait pas ailleurs. Donc c'est moi, je me suis beaucoup renforcé en tant qu'acteur à la Comédie Française. Ouais, beaucoup. C'est parce que vous vous sentiez forcé de jouer des rôles que vous avez créé ce spectacle qui fait que je vous ai connu. La fille, comme son nom l'indique, il y a quoi, 16 ans, 17 ans maintenant? C'est vrai? Oui, 2009, je crois. Ouais. Bah, c'est surtout parce que je me sentais forcé de jouer aucun rôle à l'époque. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai écrit mon one-man show, parce que j'arrivais à vivre de mon métier, mais pas comme je le voulais. J'arrivais pas à faire mon métier comme je le voulais. Donc j'ai décidé de m'offrir 1h30 de liberté artistique totale pour montrer un peu plus qui j'étais et essayer que les choses s'accélèrent. Ça a déclenché des choses, ça et puis le film de Guillaume Canet. Oui, mais ça s'est fait en même temps en fait. Ça s'est fait quasiment en même temps. Oui, Guillaume est venu voir mon one-man show, il m'a proposé les petits mouchoirs en sortant du one-man show, alors qu'on se connaissait depuis très longtemps. J'avais toujours eu un petit rôle d'1 ou 2 jours dans ces films, on s'était jamais, sans être intime, on s'est jamais perdu de vue et on s'aime et on s'estime beaucoup. Mais bizarrement, il a fallu, moi, que je prenne cette liberté de me mettre au centre de quelque chose pendant 1h30 dans ce spectacle, pour que lui-même ouvre son imaginaire sur un vrai rôle important. Donc même les gens qui vous connaissent bien, ils ont besoin que vous leur montriez qui vous êtes. Depuis ce spectacle, le parcours est vraiment magnifique. Quel regard vous portez sur votre parcours? Moi, je pense tout le temps à après. À demain? Ouais, tout le temps. Tout le temps. J'essaie de... C'est con, hein, ça fait un peu grand... phrase débile, mais j'essaie de penser beaucoup à demain sans me priver du plaisir du moment. Mais je pense pas au passé. Jamais. Non, je pense pas à ça. Alors vivement l'avenir, merci beaucoup. La cloche vient de sonner, donc c'est la fin de cet entretien. C'est le glas? C'est le glas, c'est typiquement Goumoisin, on a plein de cloches. Donc merci beaucoup d'être venu au SFA pour présenter ces 2 films. On ne vous retrouvera pas à la clôture parce que je crois que vous serez en train de tourner. Oui, je tourne dans le Gard. Voilà, vous tournerez dans le Gard, donc bon tournage. Merci Patrick. Infiniment. Merci beaucoup. Et à bientôt, j'espère. À bientôt.